Alors bonjour mesdames, messieurs. Une élection partielle aura lieu là, à Sainte-Élisabeth le 23 février prochain pour combler le poste laissé vacant par le départ du conseiller Richard Lafleur. Il y a 2 candidats qui ont déposé leur candidature pour le remplacer, dont José Leclerc qui est avec nous ce matin. Pour discuter de sa candidature et de ce qu'elle propose aux électeurs, on aura la chance de rencontrer son adversaire aussi. On vous présentera l'entrevue un peu plus tard. Alors, d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, depuis combien de temps habitez-vous la municipalité là, de Sainte-Élisabeth? Alors moi, je suis là depuis 30 ans. Je me suis installée en 89 dans une petite école de rang et j'y ai élevé mes enfants. J'ai 2 enfants qui ont fréquenté l'école primaire. Je suis partie de Sainte-Élisabeth à un certain moment et je suis revenue définitivement quand j'ai pris ma retraite en 2015. Donc, je suis installée au village. Donc, c'est ça, c'est pas 30 ans en continu, là? Non, c'est pas 30 ans en continu. Par contre, j'ai milité pendant 30 ans et je milite toujours dans un comité pour le jumelage Sainte-Élisabeth-Sananne-Koroba. Sainte-Élisabeth est jumelée avec un village au Mali. Okay. Je pense que vous êtes probablement au courant. Et moi, j'ai toujours été sur ce conseil d'administration-là. Même lorsque vous n'habitiez si plus la j'habitais municipalité. ailleurs, effectivement. D'accord. Et à la base, est-ce que vous êtes une personne de la Naudière? Non, moi, je viens de La Chute, dans les Laurentides. Oui, c'est ça. Et vous êtes présentement retraité, si j'ai bien compris? Oui, je suis retraitée depuis 5 ans. Je m'intéresse, je suis bénévole à la bibliothèque, je suis bénévole au Trésor d'Élisabeth, je milite pour le Comité des Mains pour demain, je m'intéresse à la politique municipale depuis... Je suis au conseil, je suis les conseils municipaux tous les mois. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, je suis retraitée, j'ai du temps et j'ai des compétences aussi que je veux mettre au service de la population de Sainte-Élisabeth. Justement, pour que les gens puissent avoir une meilleure idée, pourriez-vous expliquer un peu le type de formation puis le type de carrière que vous avez complété là, avant votre retraite? D'abord, je suis diplômée de l'administration publique. J'ai un diplôme d'études supérieures en administration publique de l'ENAP. Une maîtrise à l'ENAP? Une maîtrise à l'ENAP, effectivement. Et j'ai été 30 ans dans le réseau de la santé et des services sociaux. 35 ans, en fait, mais 30 ans gestionnaire. Alors, j'ai commencé ma carrière de gestionnaire, j'avais 27 ans. Et je l'ai terminée à 55 ans. Donc, j'ai géré énormément. Vous savez, l'administration municipale, l'administration de la santé, c'est toujours de l'administration. Et c'est toujours l'administration publique. Donc, c'est quelque chose avec lequel je suis très à l'aise. J'ai géré énormément dans les CLSC. J'étais gestionnaire de grosses équipes, de gros budgets. Et puis, j'ai été aussi consultante pour toute l'équipe de la direction générale du centre de santé de la Naudière-Nord. Donc, juste avant de prendre ma retraite. Alors, j'étais gestionnaire de projet. J'ai fait aussi de la coopération internationale en Afrique. Et là, j'étais aussi gestionnaire de projet. Donc, j'ai aussi une compétence dans la recherche de financement. Alors, ça, c'est important, je pense, parce que, bon, évidemment, les petites municipalités sont souvent endettées. Oui. Et on ne peut pas penser développement sans penser recherche de financement. Ou du moins avec un financement limité. Absolument. Et qu'est-ce qui a été l'étincelle qui vous a donné le goût de vous lancer en politique municipale? Bon, à Sainte-Élisabeth, actuellement, le conseil, il y a eu 2 démissions dans les 2 dernières années, depuis la dernière élection. Le conseil a des difficultés. Ils ne s'entendent pas nécessairement. Ils sont pas mal front à front. Il y a 2 clans? Il y a je dirais, ils s'entendent pas, ils n'ont pas la même vision. Alors là, ils sont 3, là, ils sont 6 actuellement, parce qu'il y en a un qui a démissionné. Donc, ils sont 3 avec une vision, 3 avec une autre vision. C'est pas des clans nécessairement, mais c'est des visions qui sont différentes. Alors, vous voyez, à Sainte-Élisabeth, on est au mois de février, le budget n'est pas adopté. Donc, je pense que ils ont peut-être, en tout cas, moi,
je pense que je peux faire une différence au conseil de par ma formation en administration publique. Il y a 5 hommes, une femme. Alors, moi, je vais apporter aussi une vision plus féminine de la chose. Puis, je pense que ça prend quelqu'un pour débloquer cette situation-là. Et j'espère que si je suis élue, je vais être capable de le faire. Je suis certaine que ça va débloquer quelque chose. Moi, je suis pour le développement. Alors, si vous êtes élu le 23 février, là, quelles seraient vos premières priorités une fois assermenté? D'abord, le budget. Il faut qu'on adopte le budget, absolument. Il faut absolument qu'il y a des problèmes au niveau des limites de vitesse, des poids lourds à Sainte-Élisabeth. Les gens se plaignent beaucoup. Donc, ça, il va falloir qu'on s'en occupe sérieusement. L'été s'en vient. Il y a les jeux d'eau pour les enfants. Il n'y en a pas pour l'instant? Non, il n'y en a pas. Il y a une demande de la population pour ça? Il y a des demandes de la population pour ça. Donc, on devrait installer des jeux d'eau. Et ça, c'est important pour les enfants. Il y a un projet aussi il y a le CHSLD qui est fermé. Alors, moi, j'ai travaillé là-dedans toute ma vie. Il y a des promesses gouvernementales pour que nous ayons un nouveau CHSLD, mais ça aussi, c'est pas encore débloqué. Donc, je compte m'en occuper. Puis, ça fait 2 ans qu'on parle d'avoir une infirmière rurale pour le suivi des maladies chroniques. Ça aussi, c'est mon domaine. Oui. Donc, je pense que je vais pouvoir faire une différence dans ce dossier-là, puis livrer des résultats pour qu'on l'ait, cette infirmière rurale. Vous pensez pouvoir mettre à profit certains des contacts que vous avez encore au CIS? Absolument, oui? Absolument. Les contacts, le réseau que j'ai est encore bon. Et puis oui, j'ai implanté durant ma carrière des infirmières rurales dans d'autres municipalités. Je ne verrais pas pourquoi qu'on ne pourrait pas le faire pour notre municipalité. OK. Elle serait dédiée seulement à Sainte-Élisabeth? Les infirmières rurales vont une demi-journée par semaine, effectivement, dans chacune des municipalités. C'est vraiment un service de proximité qui est offert par le CIS, effectivement. Et ça fait 2 ans qu'on est sur ce dossier-là. Alors, c'est pas normal qu'on n'ait pas été capable de débloquer ça. Et je pense que je vais pouvoir faire une différence là-dessus. L'autre dossier, on a fait, moi, comme citoyenne, avec d'autres citoyens, on a fait une démarche parce que vous savez que l'Église, elle est presque en vente. On a vendu le presbytère. Oui. L'Église, la fabrique, est plus capable de s'en occuper. Donc, il est question que la municipalité prenne l'Église pour $1, l'acquiert pour $1, ou ne l'acquiert pas. Oui. Alors, nous, ce qu'on a fait dans notre démarche citoyenne, c'est qu'on a voulu demander un référendum. Alors, comme les gens ne s'entendent pas, je vous l'ai dit, il y a 2 visions au Conseil, donc on pense qu'une décision comme celle-là ne peut pas être prise à la majorité simple. Il faut que ce soit la population. Exact. Il faut que ce soit la population qui puisse s'exprimer. Et quand vous dites à la majorité simple, est-ce qu'on doit comprendre qu'il faudrait qu'il y ait plus que 50+1 de gens qui voteraient pour l'acquisition pour que ça soit? Absolument. À quel niveau vous situez un taux acceptable de gens qui seraient en faveur de cette acquisition? Nous, on a fait une pétition il y a 241 citoyens. On est 1459 à Sainte-Élisabeth. 1000 voteurs, 1000 électeurs à peu près. Donc, il y a 241 personnes qui ont demandé ce référendum-là. Alors déjà, ça, c'est plus de 20% de la population qui l'a demandé. Le référendum, 50+1, effectivement, que ce soit pour ou contre. Donc, ça serait suffisant? Oui, absolument, pour qu'on puisse éliminer cette question-là, finalement. Alors, avec les chiffres. Donc, quand vous parliez de majorité simple, vous parliez au Conseil et non de dire majorité simple dans un référendum. Non, pas dans un référendum, mais au Conseil, effectivement. Le Donc, centre communautaire... Ça, c'est un engagement que vous prenez, absolument, que vous allez absolument. Ça fait partie de mes engagements. C'est moi qui ai aussi
pousser cette pétition-là. Vous êtes une des principales Absolument. personnes derrière ça, d'accord. Exactement. Vous alliez dire pour le centre communautaire? Le centre communautaire, malheureusement, est fermé à Sainte-Élisabeth. La caisse est fermée. Le centre communautaire est fermé. Le dépanneur est à vendre. Le CHSLD est fermé. OK? C'est vraiment un village qui a besoin d'être revitalisé. Ça, indéniablement. Est-ce que pour le ministère, il a un indice de dévitalisation? Non, il n'y a pas l'indice de dévitalisation. Il n'y a pas tous les facteurs. Il n'y a pas tous les indicateurs de dévitalisation. Mais il y en a certains, par exemple. Parce que la population vieillit, la population décroît, les commerces ferment, et puis c'est évident qu'il y a l'exode des jeunes aussi. Les jeunes ne veulent plus s'installer à Sainte-Élisabeth. Mais quand même, Sainte-Élisabeth, c'est un village agricole. 86 % du territoire est occupé par des terres, des exploitations agricoles. Donc, c'est quand même un village qui est très riche encore. Donc, au niveau économique, il n'y a pas cet indicateur-là. Mais à beaucoup d'autres égards, on a les indicateurs de dévitalisation, effectivement. Tantôt, vous avez évoqué là, une infirmière rurale. Est-ce que les gens de Sainte-Élisabeth, plusieurs, viennent consulter un médecin à Berthier lorsqu'ils ont besoin d'un médecin? Ça dépend. Ou ils vont aller vers Joliette et... Ils vont vers Joliette, ils vont vers Saint-Félix, ils vont vers là où il y a Saint-Thomas. Il y a une clinique à Saint-Thomas. Aussi. Moi, je ne sais pas où les gens vont, mais je sais qu'il y en a qui vont à Saint-Félix, soit à Berthier ou à Saint-Thomas ou à Joliette, effectivement. Donc... Parce qu'il y a un enjeu en ce moment de plusieurs médecins dans la région de Berthierville qui ont pris leur retraite ou qui vont prendre leur retraite. Peu de relève, ça inquiète les gens dans le coin. Je me demandais si c'était un peu la même chose à Sainte-Élisabeth. Bien, écoutez, on dénombre à Sainte-Élisabeth 400 personnes âgées de plus de 60 ans. Ça fait que sur une population une personne sur 3 à Sainte-Élisabeth est vieillissante. Donc, avec l'âge, il y a aussi l'apparition des maladies chroniques. Puis même, des fois, c'est même jeune qu'on peut avoir une maladie chronique, mais c'est sûr que le facteur de risque croît avec l'âge. Donc, les gens ont besoin d'être suivis, puis pas nécessairement toujours chez le médecin. Une infirmière, aujourd'hui... Ça, c'est une partie de la solution. Oui, exactement. Ce serait une partie de la solution, oui. Puis au niveau des médecins, est-ce qu'il y a quelque chose que les conseillers municipaux peuvent faire aussi? Il n'y a jamais été question d'ouvrir une clinique à Sainte-Élisabeth. Il n'y a jamais été question de ça. Évidemment, si on recevait l'offre d'un médecin qui voulait s'installer à Sainte-Élisabeth, je pense qu'on y ferait de la place. Oui. Non, mais je disais ça au sens où aussi de faire pression sur les autorités gouvernementales pour mieux desservir la région en médecins. Absolument. Il y a entre autres une pétition là, qui circule aussi à ce sujet-là. Alors ça, vous me l'apprenez, mais oui, ça nous prend des médecins, puis ça nous prend des cliniques ouvertes aussi, puis ça nous prend des cliniques sans rendez-vous. Ça, c'est évident. Est-ce que Sainte-Élisabeth pourrait ou devrait rayonner plus au niveau régional, selon vous? Au niveau de la région du nord de Lanaudière? De la MRC, de Lanaudière. Écoutez, Sainte-Élisabeth, au début de Sainte-Élisabeth, c'était le chef-lieu. Alors, Saint-Thomas, il y avait 14 ou 15 municipalités qui relevaient de Sainte-Élisabeth. Alors, tout ça, au fil des années, s'est effrité. Puis, oui, Sainte-Élisabeth, d'abord, notre village a une très grande richesse au niveau du patrimoine bâti. Il y a 44 % des maisons de Sainte-Élisabeth qui sont des maisons patrimoniales. Oui. Donc, ça, je pense que ce serait une manière de rayonner. Ça, c'est un plus pour nous. En les mettant plus en valeur? En les mettant plus en valeur, effectivement. Puis il y a la rivière Bayonne aussi qui passe à Sainte-Élisabeth. Et ça, c'est pas mis en valeur actuellement. C'est quelque chose qu'on a un peu... oui, le patrimoine bâti, la Société des Amis du patrimoine de Sainte-Élisabeth, mais c'est deux aspects, deux richesses de Sainte-Élisabeth qui pourraient être vraiment mis plus de l'avant.
effectivement. Au niveau touristique, par exemple, on pourrait avoir des pistes cyclables pour encourager les gens à faire du vélo, à faire de l'exercice. Le job d'un conseiller, là, hein? Le job d'un conseiller, c'est de créer des environnements là, favorables pour que les gens puissent rester en santé. Oui. Santé physique, santé psychologique, santé sociale, santé morale. C'est ça le job d'un conseiller. Et c'est ce que moi, je compte faire à Sainte-Élisabeth. Vous avez évoqué là, la rivière Bayonne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa qualité de l'eau, là? Est-ce que c'est pas un enjeu, ça aussi? La qualité de l'eau, oui, l'érosion surtout. Il faut planter des arbres. Ça, c'est clair. Il faut les rives. À Sainte-Élisabeth, l'année passée, on a planté parce qu'il y a eu un détachement juste en arrière du centre communautaire. Il y a eu un détachement avec la crue des eaux du printemps. Et on est allé reboiser, je sais pas, je pense que c'est 200, 300 arbres qui ont été plantés. Ça aussi, il faut s'en occuper. C'est sûr que la qualité de l'eau, elle est meilleure qu'elle a déjà été. Hein? Oui. Il y a quand même plus de poissons qui reviennent et ça, c'est clair. Il y a la zone Bayonne qui s'occupe beaucoup de la rivière Bayonne, la zone Bayonne. On travaille avec eux autres. Et je pense qu'il faut encourager les gens à planter des arbres. C'est très important. Et ça, pour moi, l'eau, c'est important, puis la qualité de l'eau, bien entendu, et puis la plantation des arbres aussi. Tantôt, vous avez parlé de développement. Est-ce que vous avez des projets de développement précis en tête? Il y a des terrains. C'est un projet que la municipalité porte. Encore là, je pense que ça fait 10 ans qu'on en parle. Oui. OK? Puis ça n'a pas bougé encore. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que moi, je pense que c'est nécessaire. On ne peut pas continuer de penser qu'on va développer Sainte-Élisabeth en étant 1000 personnes à payer des taxes. Uh-huh. Hein, ou 600, parce qu'en fait, c'est 600 propriétaires à Sainte-Élisabeth. Il y a 600 maisons. Il faut développer d'autres maisons, d'autres secteurs. Donc, ce serait un développement domiciliaire là, que vous avez en tête. Il y en a un, déjà, qui est ciblé au village, en arrière de la rue du Ruisseau. Et puis, c'est un développement qui pourrait accueillir une quarantaine de maisons, avec des maisons unifamiliales, mais aussi des quadruplex et des triplex. Donc, ça, c'est déjà en branle. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on y arrive, là, à ces maisons-là. De plus en plus, les municipalités qui autorisent de nouveaux développements incluent dans le règlement pour lancer ça qu'il doit y avoir un certain pourcentage de logement social. Est-ce que vous êtes en faveur que ça soit une condition mise pour le promoteur qui mettrait de l'avant un tel projet? Absolument. Oui. Il y a juste un petit HLM à Sainte-Élisabeth de je pense que c'est 5 appartements différents. Oui, il faut des logements sociaux. Oui, parce que les maisons à Sainte-Élisabeth, vous voyez, c'est 600, je pense que c'est 680 maisons, puis la majorité sont propriétaires à Sainte-Élisabeth. C'est une petite minorité qui sont locataires. Les maisons sont vieilles, hein, donc ils ont besoin souvent de réparation. Alors, si on a des logements sociaux, il devrait avoir un pourcentage qui soit attribuable aux logements sociaux. S'il y a un nouveau développement, pour avoir le droit de lancer le projet, il faut qu'il y ait un pourcentage. Vous avez une idée du pourcentage que vous voudriez demander? Non, j'ai pas regardé ça. Non. Dans votre prospectus, vous parlez de redonner la fierté bayolaise. Elle s'est perdue? Elle s'est vraiment, vraiment étiolée, je vous dirais. Oui. Les gens, ce qu'ils nous disent, c'est que moi, j'ai élevé mes enfants. Ma fille a 36 ans, mon garçon a 31 ans. Donc, j'ai élevé mes enfants à Sainte-Élisabeth. À l'époque, nous autres, on avait du soccer. Ma fille avait des cours de peinture. On allait à la bibliothèque. On avait des sports, on avait des activités. On fêtait
partait chaque 24 juin, on partait, puis on avait un défilé de la Saint-Jean. Il y avait vraiment des activités qui, aujourd'hui, puis il y avait des commerces. Il y avait un restaurant, il y avait une pâtisserie, il y avait des bouchers. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Donc, quand je vous parle de dévitalisation, on part de loin, là. On part de loin à Sainte-Élisabeth. Alors, moi, je pense qu'il y a des jeunes maintenant agriculteurs. C'est un village agricole, indéniablement. Oui. On ne peut pas l'occulter. Mais il y a des jeunes agriculteurs maintenant qui s'en vont plus vers le bio. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire avec cette relève-là. Parce qu'ils ont des idées, ces jeunes-là. Ils veulent faire des nouvelles affaires. Donc, encourager le commerce local. Il y a le dépanneur qui est à vendre. Il y a des gens qui disent, oui, on pourrait avoir une boutique zéro déchet. Hein? Apporter quelque chose de nouveau qui ressemble plus à ce que les jeunes veulent aujourd'hui. Un restaurant à même ce dépanneur-là pour qu'on puisse aller prendre un café. C'est très important. Il y a un tissu social qui est fort à Sainte-Élisabeth, mais il faut le réveiller, puis surtout, il faut aller chercher la relève. C'est ça qui est important. Vous avez évoqué tantôt qu'il y a quand même des divisions au sein du conseil actuel. Oui. Est-ce que vous pensez être capable de bien travailler avec l'équipe en place, même s'il y a de telles tensions, de trouver le moyen de faire des ponts entre ces gens-là? J'espère pouvoir le faire, sincèrement. Je pense que, vous savez, rationaliser des décisions, s'appuyer sur des facteurs précis avant de prendre une décision, s'assurer que toutes les décisions se prennent pour le bien commun, ça c'est important. Avoir des indicateurs qui disent, cette décision-là, hein, qu'est-ce qu'elle peut représenter pour le futur? Qu'est-ce qu'elle peut représenter, oui, en termes de effort, bénéfice-effort qu'on va y mettre, OK? Moi, c'est vraiment comme ça que je compte analyser les problématiques qui se déroulent au sein du Conseil. Vous voyez, actuellement, on a à Sainte-Élisabeth, on a un nouveau rôle d'évaluation. Oui. OK? Le dernier rôle d'évaluation a été fait en 2012. En 2015, on devait faire un nouveau rôle d'évaluation. Je pense que le maire l'a bien expliqué dans le journal. L'équipe en place à cette époque-là a dit non, on passe notre tour. OK? Donc, on peut le faire hein, quand on est un conseil une fois. Ils l'ont fait. Là, en 2018, on a repris une autre photo de l'évaluation marchande du foncier de Sainte-Élisabeth. OK? On est passé d'une évaluation de 158 millions à 318 millions. OK? Alors, c'est pas facile c'est une grosse augmentation. Puis, vous vous doutez bien que la plus grosse augmentation, c'est les agriculteurs qui l'ont. Oui. Parce que les terres se vendent, c'est exponentiel, hein, la hausse des terres. Donc, là, ils essaient de trouver un terrain d'entente pour que les agriculteurs, leur quote-part, parce que la quote-part qu'on doit payer à la MRC pour la police, pour le réseau routier, elle, on la paye sur le 318 millions. Comprenez-vous? Oui. Alors, il va y avoir une augmentation. Le budget de Sainte-Élisabeth est 2 millions. C'est pas, hein, 2 millions, on parle de quelque chose de pas extraordinaire. Hein? Mais il va y avoir, à cause de cette évaluation foncière-là, une augmentation des coûts d'à peu près 400 à 500 000 par année. Il faut aller chercher cet argent-là. Sainte-Élisabeth, 83 proviennent des taxes. OK? Alors oui, d'habitude, on dit, si ton évaluation monte, tu vas baisser ton taux d'évaluation. Oui. Hein? Mais on ne pourra pas le baisser indéfiniment. Oui. Et moi, en tout cas, ma préoccupation,
avoir un budget équilibré, c'est obligatoire. Oui. Ça, c'est bien entendu. Mais ma préoccupation, c'est que chacun paye sa juste part. On ne peut pas demander à un groupe de dire « vous payez moins », puis c'est l'autre groupe qui va payer. Comprenez-vous? Donc, il va falloir qu'on paye tout le monde notre juste part. Mais le taux du 100 $ d'évaluation par rapport à ce qu'il était l'an dernier, selon vous, il devrait être diminué légèrement? C'est ce que les agriculteurs demandent, oui. à diminuer leur vous voyez, on est à 30, 29, 60 sous du 100 d'évaluation oui. pour les 2 taxes générales et routières. OK. On est à 60 sous. Les agriculteurs voudraient la baisser parce qu'eux autres, ils ont une hausse de 80 de leur foncier. Oui. Mais ils ont des crédits de taxes, par exemple. Ça, il faut se le dire. Là. C'est pas, ils ne payent pas toute la facture. Là. Mais de façon à garder la facture au bout du compte relativement semblable à ce qu'elle était l'an dernier? Oui, parce que puis pas aller piger dans le bas de laine pour payer tes salaires. Oui. Hein? C'est ça. Alors moi... Donc, pas question de piger dans les surplus là, accumulés, là. Non. Ça s'est fait antérieurement. Oui. Parce qu'en 2015, ça s'est fait. En 2016, ça s'est fait. En 2017, on pigeait parce que, justement, on n'avait pas voulu... on a passé notre tour au niveau du rôle d'évaluation. Moi, je pense que c'est pas une bonne manière d'administrer. Ça peut pas se faire indéfiniment. Ça peut pas se faire indéfiniment. Puis si tu veux faire du développement, ben tu vas le faire avec ton bas de laine. Hein? Fait que le bas de laine, c'est pour faire du développement. C'est pour faire des nouvelles choses. C'est pas pour payer ton épicerie, ta liste d'épicerie. Donc, Alors, vous allez tenter d'aller convaincre le maire et les autres conseillers de cette vision. Absolument. Et si vous l'emportez, là, est-ce que vous comptez juste compléter le mandat ou vous représentez ensuite à la prochaine élection générale? Écoutez, je ne connais pas l'avenir, là. Je vais commencer par... Je dis aux électeurs, dans le fond, moi, je suis sûre que j'ai les compétences pour m'asseoir à cette table-là, OK? Puis j'ai des compétences qui sont différentes des gens qui sont assis là, donc qui sont complémentaires au groupe, aux conseillers qui sont là. Puis ils ont 1 an et demi pour m'essayer. Au bout d'1 an et demi, s'ils ne m'ont pas aimé, ils vont pouvoir me débarquer. Et si jamais ça se passe bien, si jamais vous voyez que vous êtes capable de vraiment de faire une différence là, au sein du conseil, est-ce que même vous pourriez songer à peut-être briguer la mairie à la prochaine élection générale? Il n'y a jamais quelqu'un... Moi, je ne suis pas native de Sainte-Élisabeth. Oui. Et il n'y a jamais eu un maire qui a été élu qui n'avait pas été natif de Sainte-Élisabeth. Est-ce que vous pourriez peut-être tenter de marquer l'histoire? Tout est possible. Oui, tout est possible. Mais disons que je n'ai pas cette ambition-là. Pas du tout. Je suis dans le milieu depuis 30 ans. Je connais le milieu. Je connais vraiment les gens du milieu et je respecte le fait que je sois étrangère au milieu, même après 30 ans, parce que je ne suis pas née là. Et ça, je l'ai toujours compris, puis je l'ai toujours respecté. Alors, si ma contribution peut être positive, tant mieux, mais je n'ai pas à briguer le poste de la mairie. Donc, le lien entre les lignes, pour l'instant, c'est pas dans vos ambitions, mais vous ne l'excluez pas totalement. C'est pas dans mes ambitions du tout. Non, je veux vraiment donner un coup de main. Oui. Puis je suis aussi impliquée socialement, bénévolement à Sainte-Élisabeth. Puis ça, je veux pas que ça change parce que c'est un plaisir. Vous savez, le sentiment d'utilité, le besoin d'être utile, ça décroît pas avec l'âge. Ça, je vous le dis. Et merci, Mme Leclerc, d'être venue nous parler de votre candidature. Ça me fait plaisir. Alors, bonjour, mesdames, messieurs. Il y a une élection partielle qui aura lieu à la Sainte-Élisabeth le 23 février prochain pour combler le poste laissé vacant par le départ du conseiller Richard Lafleur. Et il y a 2 candidats qui ont déposé leur candidature pour le remplacer, dont David Frappier, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, M. Frappier. Bonjour. Et qui est venu pour discuter de sa candidature, de ce qu'il propose aux électeurs. Alors, d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas, là, depuis combien de temps vous habitez à Sainte-Élisabeth?
C'est tout nouveau. Ça fait 1 an et quelques mois. Là, je suis arrivé à la municipalité de Sainte-Élisabeth en octobre dernier, octobre 2018. Et présentement, vous occupez un poste de gestionnaire? Oui, je suis gestionnaire dans les magasins La Source, qui appartient dans la famille de BCE. Donc, c'est vraiment une entreprise BCE là, qui a Bell et qui a plusieurs filiales. Donc, ça fait pratiquement, ça fait ma 9e année que je suis là, 6e année en tant que cadre là-bas. Puis, c'est ça, ça va très bien. J'ai parcouru pas mal d'échelons aussi dans cette compagnie-là. Là. Vous faites quoi? Vous êtes comme gérant de 2 succursales? Non, présentement, j'ai seulement qu'une succursale. Okay. Sauf que ils nous font vraiment évoluer au travers de nos succursales. On développe beaucoup, plein de développement personnel aussi pour aller chercher d'autres cordes. Donc, il y a beaucoup aussi de progression, même si on n'est pas... dans le cadre de l'entreprise, on pouvait faire plein de... Il y a différents contextes aussi à l'entreprise. Là. Donc, c'est vraiment intéressant qu'on peut évoluer dans cette entreprise-là. J'ai eu le magasin de Joliette, j'ai eu le magasin de Repentigny aussi. Puis là, par décision personnelle, j'aimais mieux me rapprocher pour plus avoir une stabilité. Puis, quand j'ai commencé aussi à faire des événements aussi dans la Nodière, je trouvais que le fait d'être plus proche dans ma région, d'avoir un horaire plus... C'est différent d'avoir un magasin sur rue versus un centre d'achat. Donc, ça permet de combiner plusieurs activités en même temps. Là, pour, Et maintenant, vous êtes à Lavaltrie? Oui, je suis à Lavaltrie depuis 2 ans. C'est moi qui l'ai ouvert il y a 8 ans. J'avais ouvert cette succursale-là. Puis ensuite, j'avais été dans d'autres succursales gravir des échelons. Puis je suis revenu à Lavaltrie là, pour m'impliquer plus dans cette succursale-là. On voulait plus faire une succursale de proximité, donc pas juste l'effet grande chaîne. Puis je suis Je m'implique dans le régal, je fais quelques activités avec eux aussi. Donc, je suis plus impliqué aussi proche de mon magasin. Et à la base, vous avez quel type de formation? Moi, je suis issu, j'ai un DEP en vente conseil, j'ai un ASP en lancement d'entreprise et puis en représentation. Et puis, par la suite, j'ai été faire des cours à l'université, là, mais qui ne sont pas associés à un bac ou à un certificat ou quoi que ce soit. C'est seulement de la progression personnelle par la suite là, qu'on a faite à travers les années. Et là, qu'est-ce qui a été l'étincelle qui vous a donné le goût de dire « Je me lance en politique municipale, je tente de remplacer le conseiller démissionnaire ». C'est sûr que le concours de circonstances, le fait qu'il y a un conseiller, ça l'a un peu précipité là, ma candidature parce que le fait que l'élection soit partielle, on ne le sait jamais quand il va y avoir une élection partielle. Donc, c'est sûr que ça l'a un petit peu précipité la candidature, sauf que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Si je suis quelqu'un qui est passionné de politique, j'aime beaucoup les loisirs, j'aime beaucoup contribuer. Donc, j'ai fait beaucoup que ce soit des œuvres sans à but non lucratif ou d'autres exemples comme ça. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais beaucoup d'intérêt. Maintenant, vu que j'ai acheté ma première résidence, c'est maintenant possible pour moi vraiment de plus m'investir dans, j'ai mis mon pied à terre dans une municipalité. Donc, c'est le moment pour moi de dire, bien, je m'établis ici. Donc, je contribue à cette municipalité-là, là, donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je me présente comme candidat. Et comment votre formation et votre expérience de travail peuvent bien vous avoir préparé à devenir conseiller municipal? C'est vraiment de piloter plusieurs dossiers en même temps qui est vraiment un avantage de mon parcours, que ce soit en événementiel ou dans des œuvres à but non lucratif ou des campagnes de financement. On doit piloter plusieurs dossiers en même temps. Il y a plusieurs choses à considérer. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est une de mes forces, de pouvoir regarder vraiment sur plusieurs fronts en même temps. Ensuite, je suis vraiment quelqu'un qui travaille en équipe. Donc, c'est vraiment le fait naturel qu'on puisse regarder avec la population. Moi, j'aime ça. Puis je me dis, je suis quelqu'un d'ouvert, donc je suis quelqu'un qui peut être consciencieux de regarder les opinions des autres aussi et d'aider aussi les opinions des autres. Donc, c'est pas seulement d'emmener mes propres idées, mais d'aider les idées des autres à cheminer. Donc, ça, c'est une chose. Ensuite, dans mon parcours professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler avec beaucoup de personnes quand même influentes, que j'ai pu apprendre de ces personnes-là. Et puis, avoir aussi des petits
des petits outils pour aussi faire progresser. Comme vous le disiez quand on s'est rencontrés tantôt, il y a plusieurs dossiers là, à Sainte-Élisabeth qui sont importants. Donc, que ce soit au niveau culture, que ce soit loisirs ou ces choses-là, c'est tous des domaines que moi j'ai touchés dans mes expériences antérieures. Donc, c'est ça qui est intéressant, d'apporter des idées nouvelles par aussi même ma différence d'âge un petit peu, que les gens soulignent plus qu'à l'habitude, parce que c'est vrai qu'il y a une petite différence, mais en même temps, je pense que c'est l'intérêt, c'est pas nécessairement c'est le moment, là. Je trouve que... Vous parlez de différence d'âge, je veux dire, par rapport aux autres membres du conseil? Par rapport aux personnes en général qui se présentent. C'est quelque chose que je me suis fait souligner, que c'est sûr que je ne peux pas avoir un parcours de 30 ans à une compagnie ou ces choses-là. C'est mon âge, donc je ne peux pas avoir ce cheminement-là. Vous êtes dans la trentaine, dans la quarantaine? Oui, j'ai 31. Donc, c'est sûr que mon expérience, elle est plus courte, sauf qu'elle est quand même toujours dans le même secteur. Puis j'ai pu vraiment approfondir cette expérience-là. Donc, je l'ai, mais je l'ai complète. C'est pas des petites expériences que je suis allé chercher au cours de mon parcours. Puis qu'est-ce que c'est pour, admettons, les loisirs ou ces choses-là? J'ai participé au développement du sentier hanté à la Valtrie. Donc, ça, c'est une activité qui va vraiment bien. Ils sont rendus, je pense, à leur 6 ou 7e année, là. Et puis, c'est des choses comme ça que c'est des expériences que je trouve qui sont enrichissantes puis qui peuvent être pas nécessairement copiées à Sainte-Élisabeth, mais qu'on peut regarder certaines possibilités là, pour les activités. Et si vous êtes élu le 23 février, quelles seront vos priorités après avoir été assermenté? Premièrement, amener beaucoup plus de fluidité dans certains dossiers qu'il y a présentement. Parce que je pense que présentement, avant d'apporter d'autres choses sur la table, c'est important de se pencher sur qu'est-ce qui est présentement au cœur de l'action, là. Donc, regarder qu'est-ce qui est pour le dossier de l'Église, parce que les citoyens trouvent ça, je pense qu'il y a un intérêt pour la population là, de voir qu'est-ce qui va se passer avec l'Église. Ensuite, de démystifier un petit peu, là, parce que le budget a été retardé à Sainte-Élisabeth. Donc, de faire de la compréhension autour du budget aussi, là, c'est pas tout le temps très clair, ces choses-là. Donc, un peu de voir avec la population qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui a été envisagé, parce que même moi, j'ai pas toutes les informations encore à l'heure qu'on se parle. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait aussi important. Ensuite, de voir aussi pour l'ancien couvent, qui était maintenant... pas abandonné, mais il n'y a plus de résidents là, dans le couvent. Donc ça, c'est quelque chose à voir aussi. Il y a le projet du centre communautaire, que sa démolition doit être faite pour mai, je crois. Donc ça aussi, c'est un autre terrain qu'on doit envisager, voir les possibilités. Donc il y a vraiment beaucoup de choses que certains vont dire peut-être qui traînent ou qui durent depuis un certain temps. Donc ça, je pense que dès là, mon arrivée, ça serait des choses que je voudrais qu'on clarifie et puis qu'on puisse aussi envisager un futur, là, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, pour les dossiers qu'on peut vouloir apporter avec ma présence, c'est sûr que les activités dans Sainte-Élisabeth sont plutôt... absentes ces temps-ci. Si on parle du camp de jour, plusieurs sont relocalisés à Saint-Norbert présentement pour l'été. Ensuite, il n'y a pas de baseball. Le soccer a été annulé l'an passé, je crois. Donc, c'est de voir, là, peut-être créer un petit comité citoyen pour voir, parce que j'ai été dans le soccer, moi, toute ma jeunesse. Là, j'ai fait du soccer, donc c'est important de pouvoir offrir aux jeunes de bouger. Donc, voir peut-être juste un petit comité pour administrer, voir est-ce qu'on peut s'associer avec d'autres municipalités pour que nos jeunes bougent aussi. Donc, peut-être faire, on a déjà des terrains sur la municipalité, donc peut-être faire un échange qu'une partie serait locaux chez nous et dans une autre municipalité. Voir les alternatives là, pour pouvoir offrir quand même un service de loisirs un peu dans la municipalité. Ça, je pense que ce serait bien aussi pour les jeunes familles.
Tantôt, vous avez évoqué le dossier de l'Église Oui. vous-même. Est-ce que vous avez une position? Est-ce que la municipalité devrait acheter l'Église sans porter acquéreur? C'est sûr que je peux pas me prononcer sur, je sais pas l'état des finances de la ville, je sais pas l'implication que ça doit nécessiter pour entretenir l'Église. Donc, tous ces chiffres-là, c'est pas, j'en ai pas pris connaissance encore. C'est sûr qu'à prime abord, je suis pour la conservation d'un certain patrimoine. Donc, d'enlever l'Église, pour moi, je trouve que c'est un peu, pas que ça dénature le cœur d'un village, mais ça fait un gros trou. T'sais. Donc, c'est sûr que j'aimerais pas aussi la voir aller aux mains de peut-être de quelqu'un qui est privé, puis de voir... je vais prendre comme exemple Notre-Dame-de-Lourdes, que l'Église, ça fait quelques mois qu'elle est fermée, que maintenant elle est placardée. Donc, j'aimerais pas voir ça au cœur du village de Sainte-Élisabeth non plus. Donc, c'est sûr que j'aimerais voir toutes les possibilités pour voir envisager, voir une possibilité de conversion là, pour cet édifice-là. Ensuite, notre centre communautaire, étant donné qu'on a dû le fermer, maintenant, on a relocalisé des organismes communautaires dans l'Église. Donc, elle a une certaine utilité pour l'instant. Donc, je pense qu'elle n'est pas... elle n'est pas complètement désuète non plus. Là. Donc, c'est de vraiment envisager. Puis aussi, c'est de sonder. Je pense que la population aussi doit donner son opinion là-dessus. Là. Donc, justement, par rapport à l'Église, il y en a certains qui évoquent un référendum. Est-ce que vous seriez en faveur? Je serais totalement d'accord. Je serais totalement d'accord. Ça fait vraiment le pouls de la population. C'est de l'investissement de fonds publics. Donc, c'est tous nous qui payent pour cette chose-là. Donc, je pense que c'est pertinent d'avoir un sondage ou un référendum là, pour soulever cette question-là. Effectivement, je serais d'accord avec ça. Et par rapport au budget qui n'est toujours pas adopté, oui. Est-ce que vous avez une position? Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer l'adoption d'un budget? Est-ce que c'est... à ce que j'ai compris, la municipalité a demandé... à une instance plus haute, là, la révision. Je ne sais pas si ça a totalement rapport avec la réévaluation du rôle municipal qu'il y a eu, ces choses-là. Donc, il y a un flou autour de ça. Ouais. Donc, est-ce que c'est de l'ordre de plus haut, d'une instance plus haute qui fait que les taxes augmenteraient comme ça? Est-ce que c'est de la gestion qui a été déficiente au niveau de l'augmentation des dernières années? Est-ce qu'on a un rattrapage à faire? Ça, c'est quelque chose à regarder aussi. Si les anciennes administrations ont décidé de faire un gel pour quelque raison que ce soit, c'est à envisager aussi. Donc ça, c'est une chose à soulever. Et puis, l'autre chose aussi à regarder par la suite, c'est est-ce qu'il y a une équité, parce que je sais que ça a été soulevé là, entre les résidents de la municipalité versus les résidents de la campagne, là, des terres, là, dans le fond, les agriculteurs, pour l'équité aussi entre ces deux groupes de citoyens-là. Donc, moi, je suis vraiment une personne qui est très équitable dans la vie, puis je trouve que c'est important, surtout dans une municipalité, parce que y a plein de facteurs qui vont changer aussi. Tu sais, je comprends que des gens ne veulent pas payer une certaine somme de taxes ou quoi que ce soit quand c'est un changement, mais les gens, quand on y va selon la valeur de la terre ou de l'emplacement, là, que ce soit une maison ou une terre, quand il y a de l'augmentation, les gens vont quand même bénéficier à un certain long terme de cette augmentation foncière-là. Oui. Donc, ça, il faut en prendre en considération aussi. Donc, c'est mon point pour les taxes. Parlons environnement, là. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui devraient être faites pour essayer d'améliorer la qualité de l'eau de la rivière Bayonne? Oui, vraiment. Je trouve que, je suis pas riverain de la rivière Bayonne, sauf que mon terrain est vraiment là, au coin. Moi, je suis sur la rue principale, donc j'ai la rivière bien en vue. Sur ce côté-là, je peux pas vous dire que j'ai les solutions. Sincèrement, là, je me suis pas penché, mais c'est toujours un intérêt qui est clair. Je trouve qu'on a un cours d'eau dans notre municipalité. On a des terrains qui sont adjacents à ce cours d'eau-là. Je trouve ça dommage qu'on n'ait pas
le goût d'aller se promener à côté de ce cours d'eau-là parce que c'est quand même, selon, à part la propreté, là, c'est quand même un beau cours d'eau. Il y a des rapides à certains endroits. Ça pourrait être très bien, puis on pourrait bénéficier de ce cours d'eau-là. Donc, je trouve... c'est sûr que la pollution a été faite par nous. Je pense par des années. Les lois n'étaient pas pareilles avant. Il y a ces différentes circonstances qui ont fait son état présentement. C'est sûr que pour la municipalité, de dire qu'on nettoie, là, je ne sais pas l'implication que ça peut prendre, mais c'est sûr que je serais très en faveur de regarder qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. De voir si, avec les citoyens, il y a aussi une partie des gens qui sont propriétaires de ces rives-là aussi. Je n'ai pas regardé les rapports là, pour voir si les bandes riveraines étaient respectées, parce qu'on sait que pour tout l'écosystème, c'est important d'avoir des bandes riveraines d'une bonne largeur. Donc, je ne sais pas si présentement c'est respecté, mais c'est sûr que ça, je pense que qu'est-ce qu'on peut faire dès le début, c'est de voir ces règlements-là, s'ils sont déjà respectés pour déjà arrêter la pollution ou d'arrêter sa dégradation de ce cours d'eau-là. Quitte à ajouter de l'inspection pour mieux faire appliquer les règlements existants au cas... Je ne sais pas si ça, c'est de l'ordre municipal pour la vérification de cette réglementation-là. Cependant, c'est quand même avant de toujours y aller avec des inspections et de la réglementation, je pense qu'il y a beaucoup d'informations à donner et aussi d'un peu d'instruction, de dire c'est quoi les bienfaits de ça et de pourquoi qu'on le demande. Parce que je suis pas du style à dire OK, on va l'imposer et ça va être respecté, puis parce qu'on le demande, ça va être fait. Je pense qu'il y a un travail un petit peu avant de faire pour sensibiliser les gens et dire que c'est important de le faire. Puis en faisant ça, ça nous limite d'avoir d'autres prises à faire par la suite. Là. Donc, c'est juste de travailler dans le bon sens. Tantôt, vous avez dit quand même avoir été impliqué dans plusieurs projets de nature culturelle. Oui. Vous semblez dire qu'il y a peu d'activités qui se passent en ce moment à Sainte-Élisabeth au niveau culturel. Oui. Est-ce que vous avez des projets en tête, des choses que vous aimeriez proposer? C'est sûr que mon premier projet serait de vraiment faire une fête on peut l'appeler de n'importe quelle façon, là, mais juste de faire une fête communautaire dans le village, premièrement, de juste regrouper et d'avoir un intérêt pour les citoyens de se regrouper à la même endroit. Je pense que ça, c'est important. Que ça soit pour n'importe quelle activité, ça sera aux organisateurs ou après ça de le déterminer pourquoi qu'on se rencontrait. Mais c'est important, je trouve, qu'au moins dans la période estivale, d'avoir un événement pour regrouper les gens. On a évoqué, oui, des Saint-Jean ou des événements du genre. Personnellement, pour avoir déjà travaillé dans des Saint-Jean-Baptiste ou des événements plus à gros déploiement, c'est pas le créneau que moi j'envisagerais pour dire OK, on va remettre des Saint-Jean à Sainte-Élisabeth, toutes ces choses-là, étant donné que c'est très coûteux et que la demande, elle est très forte, point de vue des artistes, des équipements de scène et ces choses-là. Donc, c'est pas ma position de dire que Sainte-Élisabeth va avoir des événements à grand déploiement là, tout autant. Sauf que d'avoir des fêtes qui ressemblent à la population, de dire que, tu sais, on est très agroalimentaire à Sainte-Élisabeth, on a beaucoup de fermes, on a un beau côté à développer. Donc, que ça soit une fin de semaine pour regrouper nos artisans d'agriculture ou ces choses-là, je trouve que ça, c'est un côté à développer. C'est de mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on fait de bien à Sainte-Élisabeth. Puis aussi, c'est notre valeur aussi de notre municipalité. Là. C'est qu'est-ce qui fait que je pense que c'est la majeure partie de Sainte-Élisabeth qui est l'agriculture. Là. Donc ça serait quelque chose que je mettrais, que j'essaierais d'envisager là, de mettre ça de l'avant. En ce moment, au conseil municipal, il semble y avoir certaines divisions. Oui. Est-ce que vous seriez en mesure de bien travailler en équipe avec ces gens-là? Vous l'avez évoqué un peu tantôt, mais comment vous envisagez ça d'arriver alors qu'il y a des divisions? Je crois que c'est ma force pour ma position là-bas. C'est que moi,
c'est un avantage et un inconvénient. Je ne suis pas des anciennes histoires. Donc, je suis une personne qui vient de l'extérieur, qui est présentement, qui veut s'impliquer maintenant dans ma municipalité, mais je ne connais pas les anciennes histoires et dans ma façon de travailler, je suis surtout à écouter les gens. Donc, c'est sûr que ces personnes-là, ils ont des positions, mais pourquoi ils ont ces positions-là? Puis, dans mon travail, on est toujours à aller regarder c'est quoi la peur du changement ou la cause profonde de ces décisions-là. Donc, chacun a un point, puis ils ont sûrement une pensée de pourquoi se positionner de cette façon-là. Donc, c'est d'écouter tout le monde, de regarder, voir les alternatives pour qu'est-ce qui peut être fait, puis après ça, de prendre une position plus éclairée. Parce que j'ai l'impression présentement que puis ça, c'est vraiment une opinion externe, là, mais s'il n'y a pas un point de consensus dans une petite caucus comme ça, ben c'est parce que chacun ne s'est pas écouté, je pense, personnellement, et ils ont été un petit peu fermés aux idées des autres. Là, parce que je pense que il y a toujours... C'est pas les dossiers qu'il y a, je pense que c'est pas facilement traitable, mais il y a une façon de se positionner et d'écouter les alternatives des autres. Et si vous l'emportez, est-ce que vous comptez juste compléter le mandat ou vous penserez ensuite vous représenter à la prochaine élection générale? Je compte bien me représenter parce que je suis vraiment... le côté politique m'intéresse beaucoup. Le côté municipal m'intéresse de plus en plus, étant donné que je vois un petit peu le concret qu'on peut y apporter rapidement versus qu'est-ce qui est côté plus provincial. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant du municipal. Donc, comme que je suis nouveau citoyen, mais c'est sûr que je vais vouloir continuer à m'impliquer dans ma municipalité. Et même, je vous dirais, même si je ne suis pas élu, c'est un bon moment, une bonne circonstance pour moi que je sais que je vais continuer à m'impliquer quand même. Donc, dans les mois avant, j'avais différents projets que je devais terminer ou ces choses-là. Et puis, c'était un moment parfait pour moi de dire, je m'enligne plus vers ce côté-là. Et puis, c'est ça. Là. Donc, que je sois élu ou pas, c'est sûr et certain que je vais m'impliquer quand même. Donc, ça sera sur différents dossiers. J'aurai pas la même, je pourrais pas avoir la même position, là, si on veut, mais c'est sûr et certain que les dossiers que je tiens vraiment plus à cœur, je vais encore les suivre, là, c'est sûr et certain. Je vous souhaite bonne chance et merci d'être venu en studio nous en parler aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.